suis très heureuse à nouveau d'être parmi vous pour cette conférence qui aujourd'hui s'intitule Valeurs, citoyenneté, laïcité, posture des professionnels et questions éthiques. Alors, c'est un vaste programme, je dirais surtout que j'ai aussi inclus la question des partenariats. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments de repères, sachant que vous aurez le texte de mon intervention qui est plus conséquent, comme vous l'avez déjà vu pour les autres conférences, hein, et ce qui vous permet d'aller plus loin si vous le souhaitez. Voilà, donc pour commencer, je dirais que nous ne pouvons penser la pratique des enseignants, puis plus largement de tout acteur, hein, quand je dis enseignant, de tout acteur qui a une mission d'éducation, en dehors de toute considération d'ordre éthique. Ces 3 dernières décennies, la formation des enseignants s'est pensée souvent sous le seul signe de la technicité, si je prends comme exemple la formation des enseignants, puisque je forme des enseignants, avec un fort accent mis sur le développement des compétences. Il y a effectivement une première compétence du référentiel agir de façon éthique et responsable, mais néanmoins, la question éthique n'est pas au cœur de la formation. Cependant, je vous donnerai la bibliographie, mais il y a vraiment on va dire une mobilisation concernant cette réflexion et beaucoup d'ouvrages sont parus ces derniers temps hein, sur l'éthique à l'école, les enjeux, les défis, l'éthique professionnelle. Donc, je vous donnerai les références lors de mon propos. Moi-même, je viens de publier un ouvrage que j'ai co-dirigé avec François Jost pour une éthique du regard consacrée à l'éthique à la télévision. Vous voyez, donc l'éthique, elle traverse tous les domaines, hein, pas que l'école, mais la santé, les médias et l'école, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Au cours de mon intervention, donc, je vais tenter de répondre à 2 questions distinctes mais liées. Quelle éthique pour tout intervenant auprès des jeunes dans la transmission des valeurs aujourd'hui, puisque c'est notre sujet, la transmission des valeurs, la laïcité. Bien sûr, si nous pensons que l'éthique va nous dire voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, ou voilà comment sortir de ce dilemme périlleux qui consiste à transmettre des valeurs, eh bien, il faut tout simplement y renoncer. Hein, ça n'est pas mon propos. Nous montrerons qu'il semble guère pertinent par ailleurs, de distinguer éthique et morale. Hein, je parlerai de philosophes qui ont beaucoup écrit sur ces aspects-là, donc je ne vais pas distinguer éthique et morale. Et nous nous attacherons à définir ce que l'on appelle aussi une morale professionnelle et surtout nous demander ce qu'elle peut nous apporter pour la question des valeurs, de la transmission des valeurs. Car il convient d'appréhender les devoirs moraux comme des considérations à prendre en compte ces devoirs moraux pour agir moralement, hein, éthiquement. Hein, morale et éthique, je vais utiliser le même terme. Ceci s'adosse à 3 vertus d'ailleurs que je vais évoquer, tout autant morales que professionnelles. Tout d'abord la justice, la sollicitude et la vertu du tact. Mon collègue Éric Préra, qui intervient à l'INSPE de Lorraine hein, et dans le master éthique professionnelle, a écrit plusieurs ouvrages sur cette question du tact. Dans un second temps, donc, j'évoquerai le partenariat, mais assez rapidement, mais quand même, bien sûr, c'est un aspect important, surtout pour vous dans une cité éducative où vous êtes là tous enseignants et partenaires, donc bien sûr, c'est une question importante. Pour commencer, je dirais que la morale n'a peut-être pas une bonne image, contrairement à l'éthique. Souvent célébrée, l'éthique, hein, souvent célébrée, je l'ai dit, dans différents domaines, car cette éthique, elle apparaît en phase avec les inquiétudes de la société moderne, hein, dans les médias, etc. On parle de son éthique personnelle pour bien souvent l'opposer à la morale, qui, elle, serait commune ou collective. Hein. Dans les travaux que l'on peut lire, on voit cette différence. Aujourd'hui, la plupart des auteurs pensent qu'il ne faut pas les distinguer
nettement, car parler d'éthique ou de morale, c'est parler de la même chose. Et je vous renvoie, je vous mettrai la référence à Ruven Ogian, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur éthique minimaliste, éthique maximaliste, et qui explique bien pourquoi il ne faut pas faire cette séparation entre éthique et morale, c'est la même chose. Il dit d'ailleurs que pour parler de cette même chose, de ce sujet commun, j'emploierai indifféremment les mots moral et éthique en suivant sur ce point les coutumes des philosophes moraux analytiques, et il cite tous les philosophes qui sont dans cette même approche. Alors, je vais faire un peu de philosophie, mais déjà, qu'est-ce que la morale? Il y a un philosophe, Wittgenstein, qui fait remarquer que, par exemple, il prend un exemple très concret, mal jouer au tennis et mal se comporter, par exemple mentir, sont deux comportements très différents, hein, et pourtant c'est mal. Et que si l'on peut s'accommoder du premier, de mal jouer au tennis, il est en revanche plus difficile d'admettre le second, c'est-à-dire de mentir. Notre conscience semble faire l'expérience d'un devoir faire, d'un devoir être. Hein. Dois-je agir de la sorte, par exemple? Je vais me poser la question, hein, dois-je agir de la sorte? Est-ce que j'ai le droit de mentir ou le droit de voler ou le droit de... Faut-il se comporter ainsi, de telle ou telle façon? L'inquiétude morale se manifeste dans le moment même où je découvre que l'agir a une dimension normative. Donc on y reviendra sur ces normes, mais l'agir, mes choix, hein, l'agir, c'est ce que je fais au quotidien dans ma façon de me comporter, eh bien l'agir a une dimension normative. D'où trois remarques. Tout d'abord, la morale comme institution sociale. La morale ou l'éthique, c'est pareil, s'appréhende donc d'abord par le prisme d'un sujet qui agit, hein, donc un élève qui agit, ou un adulte, mais on va dire un jeune, pose des actes et les assume comme étant les siens. On peut aussi l'appréhender comme un ensemble de règles objectivées qui recueillent la plupart du temps un assentiment quasi unanime dans nos sociétés démocratiques, hein, et qui constitue ce que l'on peut appeler la morale partagée. C'est le socle sur lequel nous reposons, hein, ce qui est partagé. Par exemple, respecter celui qui me fait face, hein, le respect d'autrui, tendre à ne pas nuire intentionnellement, faire du mal à quelqu'un, ne pas profiter de la faiblesse d'autrui. Hein, donc on va dire tout ça, c'est une morale partagée, on est tous d'accord sur cela. C'est un autre trait caractéristique de la morale que de prétendre à une certaine forme d'universalité, au moins au sein de formes de vie partagées, comme l'a remarqué la philosophe Canto Sperber. Donc la morale, en fait, c'est prétendre à une certaine forme d'universalité. En ce qui concerne les valeurs, on est bien dans cette forme les valeurs universelles, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité, la fraternité. Hein. Voilà, donc elle dit c'est vraiment des formes de vie partagées. C'est ce qui fait que voilà, on a une morale qui fait que ça institue, c'est une institution sociale. Ensuite, la morale comme souci d'autrui. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de souci de soi, hein, parce que dans la morale, les philosophes distinguent le souci de soi et le souci des autres. La morale comme souci d'autrui, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de souci de soi, mais ça évoque plutôt d'aller au-delà de nous-mêmes. Hein. Kant a écrit, évoque les devoirs envers soi-même, hein, mais là, la morale, on va dire que c'est le souci d'autrui. Et Durkheim souscrit à cette position qui est très importante, hein, kantienne, et reconnaît que les devoirs envers soi-même ont un rôle fondateur, c'est-à-dire qu'ils posent la conscience de l'individu, hein, le fait de les devoirs envers soi-même, mais il ajoute, Durkheim, hein, fort justement d'ailleurs, que les devoirs envers autrui représentent la partie culminante de l'éthique. Donc ça, c'est très important.
voilà, j'ai des devoirs envers moi-même, hein, me respecter, être cohérent, etc. Mais surtout, Durkheim dit que euh, les assises fondamentales et générales de toute morale, eh bien, représentent les devoirs envers autrui. Hein, c'est vraiment ce qui est la partie culminante de l'éthique. Et la morale implique donc l'altruisme, non au sens d'une disposition à s'occuper des autres avec une bienveillance spontanée, mais au sens d'une disposition générale à penser que l'intérêt d'autrui, en tant que tel, requiert quelque chose de moi et en particulier implique l'éventualité que j'ai à borner mes propres projets. Hein. Donc vous voyez que la morale, elle est essentiellement souci d'autrui. Hein. Qu'est-ce qui fait que finalement je vais borner mes propres projets, c'est-à-dire que je vais limiter mes prétentions ou parce que j'ai le souci d'autrui. Hein. Et pour les valeurs, c'est très important ça. Hein. Voilà, donc je peux, par exemple, pratiquer une religion, mais dans le cadre privé, si voilà, je borne mes projets pour que chacun puisse, par exemple, pratiquer ou ne pas pratiquer la religion de son choix, etc. Donc, la morale est essentiellement souci d'autrui. La troisième chose, la morale comme manière d'être est de se conduire. On va dire que pour les philosophes, la morale, elle guide notre action, elle oriente notre comportement hein, dans la vie de tous les jours. Elle n'est ni science, la morale, ni exercice spéculatif, mais praxis, on parle de praxis. Cela signifie qu'un individu ne se contente pas de penser et de délibérer, mais qu'il s'engage. Hein, dans une manière d'être. Donc c'est donc la morale une manière de s'inscrire dans le monde et d'être et de se conduire. Donc pour un jeune, c'est important ça, qu'il comprenne bien hein, que c'est une manière de s'inscrire dans le monde qui nous entoure, dans le monde avec les autres, etc. Une manière d'être et de se conduire. Donc en résumé, la morale ou l'éthique, c'est une manière d'être, d'agir, hein, qui traite autrui et tout autrui, c'est-à-dire quel que soit même quelqu'un que je ne connais pas, hein, tout autrui, avec l'attention et la considération qui lui sied, car quelque chose est dû à l'homme du seul fait qu'il est homme, hein, avec un grand H. Voilà, donc ça veut dire que là aussi, je peux me projeter sur des personnes que je n'ai jamais vues, qui sont loin de moi, etc. Mais je vais avoir de l'attention et de la considération pour tout homme parce qu'il est homme. Notons que cette définition minore le rapport à soi, hein, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire les devoirs envers soi-même au détriment d'autrui, hein, c'est-à-dire que voilà, je mets en avant ce qui me soucie et tant pis pour autrui. Euh, donc on voit bien là parfois les tensions, mais la morale met autrui avant moi-même. Il faut distinguer aussi l'éthique du droit pour plusieurs raisons. Alors, je vais aller vite, mais quand même. La première concerne la manière dont on se rapporte aux normes. Hein. La règle de droit, elle se vit bien souvent sur le mode de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'elle est extérieure à nous, la loi, les règles, etc. Hein, bon, il y a un processus d'institutionnalisation des lois et puis il y a des sanctions si je ne respecte pas les lois. Hein. À l'inverse, la morale, la norme morale, se diffuse et se transmet lentement dans le creuset des pratiques éducatives. Hein, ce n'est pas quelque chose comme la loi, c'est que la morale, ça va être se diffuser, se transmettre lentement, et donc à l'école, hein, dans les pratiques éducatives, école hors école, et ça va être donc du long terme, progressivement. Hein. Si la morale ne nous fait jamais faire l'économie du droit, parce que l'éthique s'appuie sur le droit, bien sûr, hein, les droits humains, l'égalité. Donc la morale ne fait jamais l'économie du droit. À l'inverse, le droit ne suffit pas à emplir le cœur d'un homme. Hein. Le droit n'exige que la conformité extérieure des actions aux règles en vigueur, hein, parce qu'il faut respecter la morale, elle n'exige pas une conformité, mais elle exige une adhésion. Une adhésion aux valeurs, une adhésion à ce qui nous fait commun. Hein.
Donc, c'est la différence. Bon, il y a des ouvrages sur la question, hein, je vais vite. Alors, qu'est-ce qu'une éthique professionnelle? Il y a beaucoup d'ouvrages sur cette question-là, l'éthique professionnelle. Moi, je me suis beaucoup interrogée en écrivant cet ouvrage sur l'éthique des professionnels des médias. Mais dans l'éducation, il y a bien sûr des penseurs de l'éthique professionnelle, puis j'ai essayé de vous donner, moi, mon approche et mon analyse. Alors, une éthique ou morale professionnelle est une morale liée à une activité professionnelle, qui est une activité publique qui est confrontée à des enjeux et à des problèmes spécifiques. On va dire ici que vous êtes de plusieurs professions, donc un enseignant, je forme des enseignants, je pourrais vous développer tout ça, hein, les enjeux, etc. Mais un éducateur, ça sera d'autres enjeux, etc. Sachant que par rapport aux transmissions des valeurs et à la laïcité, les enjeux sont communs, bien sûr, hein. Donc il y a des enjeux communs, il y a des enjeux sur les valeurs qui sont les mêmes, mais par contre, il peut y avoir des problèmes spécifiques liés à la mise en place des missions. Cela est particulièrement vrai donc pour la transmission des valeurs, qui est une question vive de l'éducation. Nous trouvons dans la morale professionnelle les 3 caractéristiques générales évoquées à propos de la morale en général, hein. Donc, tout d'abord, elle est tournée, l'éthique professionnelle, vers autrui, en l'occurrence vers les élèves, hein, les jeunes élèves, les publics scolaires, mais peut-être aussi, je lisais vos questionnaires, hein, vous intervenez aussi auprès des familles, donc on va dire, elle est tournée vers autrui, que ce soit des élèves, que ce soit des familles, quels que soient les publics auxquels vous vous adressez, hein, dans toute leur diversité. Elle est aussi une manière d'être et de se conduire, et elle est partiellement objectivée, on va dire, c'est-à-dire sous forme de normes, de recommandations. Par exemple, pour l'enseignant, hein, il y a des circulaires consignées dans la déontologie de la profession pour les professeurs, dans le référentiel de compétences, bon, pour d'autres métiers, dans d'autres documents. Voilà. Et donc, pour les auteurs, alors pour les auteurs Hegel, par exemple, Durkheim, ont écrit sur ces aspects-là. Il faut dégager 3 considérations par rapport à cela. 3 considérations par rapport à l'éthique professionnelle. Tout d'abord, c'est une morale publique à distinguer de la morale privée. Les problèmes éthiques de nature professionnelle sont des problèmes spécifiques. Alors, remarquons cependant que la morale professionnelle, elle ne s'exerce pas ex nihilo, hein, bien sûr, elle s'exerce en fonction d'un déjà là éthique, hein. Chacun a sa propre éthique, a son, on va dire, un souci moral, hein, mais l'éthique professionnelle est une morale publique. Donc, voilà. Ensuite, c'est une morale commune qui a vocation à être partagée par l'ensemble des membres. Par exemple, vous, une communauté éducative, tout le monde va partager cette morale, hein. Donc, elle a vocation à être partagée, d'où se mettre d'accord aussi, hein, sur ces aspects-là. Et comme le dit Durkheim, elle est une forme spéciale de la morale commune. Bon, je pense que sur les valeurs, ça n'est pas trop difficile à se mettre d'accord, hein, mais encore faut-il bien savoir les définir, ce que l'on a fait dans une conférence précédente, hein. Enfin, c'est une morale particulière au sens où elle est liée à une activité particulière. Qui poursuit un but et est organisée par des normes. Mais elle n'est pas pour autant une morale à part. Quand je dis elle poursuit un but, j'y reviendrai, mais le but, c'est l'émancipation d'un jeune, hein, c'est faire en sorte qu'un jeune qui deviendra futur adulte sache faire ses propres choix, etc., hein. Donc le but est bien d'élever l'élève, de l'émanciper, etc. Mais certains philosophes se demandent si le questionnement éthique actuel, qui part de plus en plus d'interrogations très spécifiques, liées notamment à des domaines professionnels, hein, par exemple,
Je disais tout à l'heure le journalisme, moi j'y travaille beaucoup, mais ça peut être aussi bien sûr l'école, vu le nombre d'ouvrages qui sont écrits sur la question éthique. Donc c'est des interrogations très spécifiques, hein, par exemple, comment transmettre la laïcité n'est pas une menace pour l'unité et l'universalité de la morale, hein. Donc par exemple, s'interroger sur la laïcité et sur une interrogation très spécifique liée à la transmission des valeurs, eh bien, ça n'est pas une menace pour l'unité et l'universalité de la morale, bien au contraire. Il est en effet important de ne jamais isoler les questions professionnelles, hein, par exemple, comment aborder la liberté de conscience ou d'expression, des grandes théories morales qui organisent le débat éthique. Je vais développer cela. Donc, vous voyez que le cadre théorique, il est important, hein, quand on intervient sur ces questions-là. Par exemple, il est important de ne pas dissocier les questions d'éthique appliquées aux valeurs, par exemple, aussi spécifiques soient-elles, hein, d'options normatives morales plus générales comme les vertus ou la déontologie. Donc, c'est lié. Quelle différence entre une morale professionnelle et une déontologie professionnelle? Parce que là aussi, on distingue les deux, hein. On va dire qu'une déontologie professionnelle, elle enferme des normes morales. En ce sens, elle a un lien avec la morale professionnelle, la déontologie professionnelle, car elle est plus ample, hein, elle recouvre différentes facettes du métier. Une déontologie participe aussi à la définition d'une identité professionnelle. C'est important ça parce que vous êtes de différentes identités professionnelles, hein. Donc la question de la déontologie, hein, elle a des normes sociales, elles peuvent varier entre un animateur MJC, un éducateur PJJ, voilà, un enseignant. Et elle recouvre différentes facettes du métier. Mais toutes ces identités professionnelles, on le verra pour le partenariat, ça va être important de pouvoir travailler ensemble malgré des identités professionnelles multiples, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la philosophie morale qui est constituée de deux grands domaines. Alors je ne vais pas détailler non plus, mais ça me semble être important de les évoquer. Donc on parle de métaéthique et d'éthique normative. Alors, la métaéthique, rapidement, elle clarifie les concepts, hein, l'épistémologie. Par exemple, elle va s'interroger sur quelle est la signification du mot bien dans faire le bien, hein. Ça veut dire quoi? Faire le bien c'est quoi? Donc, elle définit ces concepts. Par exemple, la conscience, hein, liberté de conscience. Qu'est-ce que la conscience? Elle explicite les présuppositions, elle élucide les enjeux aussi, linguistiques par exemple. Bon, il peut y avoir aussi des questions d'ordre épistémologique, par exemple, existe-t-il des vérités dans le domaine moral ou faut-il renoncer à toute idée de vérité en la matière? Bon, vaste sujet, allez-vous me dire, mais voilà, hein, la métaéthique, elle s'intéresse à cela. Un autre exemple, j'ai mis des questions psychologiques aussi. Pourquoi, tout en voyant le bien à faire, ne le fait-on point? Hein, voilà une question. Comment les jugements moraux nous incitent-ils à agir? Et par quelle motivation? Qu'est-ce qui motive par exemple, à respecter autrui? Qu'est-ce qui me motive à garantir l'égalité entre mon copain, ma copine? Enfin voilà. Mais elle ne donne pas de réponse aux questions éthiques qui traversent nos sociétés et nos vies, hein. La métaéthique, elle ne donne pas de réponse. Elle n'est pas, on va dire, elle n'a pas une finalité à trouver des solutions, hein. L'attention renouvelée pour le contenu des jugements et le souci de fournir des réponses aux questions morales, hein, qui traversent notre société, parce qu'on est quand même confronté à une contestation des valeurs, donc on veut trouver des réponses aux questions morales qui se posent, hein,
va marquer dans la seconde moitié du XXe siècle le recul de cette métaéthique. Parce que maintenant, on est plus dans, voilà, on veut trouver des solutions, on veut être opérationnel, mais quand même, cet aspect est important parce qu'il permet de penser en dehors, on va dire, peut-être du réel et du quotidien et de la temporalité n'est pas la même. Donc j'ai dit, la philosophie morale, il y a deux grands domaines, il y a la métaéthique, mais il y a aussi l'éthique normative. Elle s'intéresse, elle, aux questions vives de nos sociétés et donc de l'éducation. Voilà, donc elle tente, par exemple, de répondre à des questions comme qu'est-ce qu'une société juste? Est-il mal d'avorter? La justice sociale est-elle compatible avec l'intégration? Avons-nous l'obligation morale d'accueillir tous les réfugiés et tous les migrants? Vous voyez, c'est des questions très actuelles. Existe-t-il des guerres moralement justes? Quels sont les droits fondamentaux des êtres humains, etc. Ou qu'est-ce qu'une bonne personne? Ou encore, qu'est-ce qu'une vie accomplie? Ruven Ogien a écrit dans son ouvrage, vraiment, il a développé tous ces aspects, qu'est-ce qu'une bonne vie, une vie accomplie, etc. Elle se place donc, cette éthique normative, au cœur des débats les plus vifs qui traversent et interrogent nos sociétés, vous comprenez bien, ce que l'on nomme les questions vives à l'école, et je l'ai déjà défini. L'éthique normative, elle entend proposer des solutions et à ces interrogations en aidant le jeune à faire, le jeune ou voilà, l'enfant, le jeune, l'adolescent, même l'adulte bien sûr, à faire le départ entre le bien et le mal, essayer de comprendre la différence entre le juste, l'injuste. L'éthique normative, elle cherche aussi au-delà des réponses, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça serait trop simple d'apporter des réponses à toutes ces questions qui sont complexes. Donc, elle cherche aussi à établir des principes et des formes de raisonnement ayant une portée générale, ça c'est important, c'est-à-dire pouvant s'appliquer à l'ensemble des questions morales qui préoccupent la société. Donc tout le cheminement, la réflexion et surtout les principes, voilà, la laïcité, revenir aux principes, etc. Eh bien, ça a une portée générale et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. L'éthique normative examine également les trois grandes théories morales. Alors, il y a trois grandes théories morales que sont le déontologisme, c'est Kant qui a défini ce terme. Alors, le déontologisme, c'est la théorie qui qualifie a priori certains actes comme moraux ou immoraux. On se moque des conséquences. On qualifie l'acte uniquement. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est immoral? On ne va pas chercher les conséquences, les effets de l'acte. Voilà, par exemple, pour le déontologiste, en matière de justice, il ne s'agit pas d'agir pour rendre le monde plus juste, mais d'agir de manière juste. Ça n'est pas pareil. Voilà, donc le déontologisme consacre la notion de devoir moral. Les actes ont une valeur intrinsèque, mais leur valeur n'est jamais indexée sur leurs conséquences ou les effets possibles. Voilà, on va dire que, je n'ai pas le temps de développer, mais ça, dans les questions vives, comme on veut que les élèves, ça ait des effets, par exemple, qu'ils trient les déchets, qu'ils prennent conscience de l'environnement, etc. Le déontologisme, il ne va pas assez loin en matière d'éducation, vous voyez, parce qu'on peut toujours s'interroger intrinsèquement, mais si l'élève ne change pas de comportement, voilà. Donc l'école, on veut justement que les élèves, il y ait une adhésion aux valeurs, qu'ils prennent conscience des dangers pour la planète, etc. Alors, il y a le déontologisme, mais il y a aussi le conséquentialisme. Bon, il y a beaucoup de ismes. Le conséquentialisme, là, par contre, c'est une théorie qui
apprécie la moralité d'un acte en fonction des conséquences sur le bien en général. Donc là, on va regarder les conséquences sur le bien-être en général, sur par exemple le vivre ensemble, sur la préservation de la planète, etc. Donc il s'agit des conséquences au sens large, comme tout ce qui résulte de l'acte commis de manière directe ou indirecte. Quelles sont les conséquences de mes actes, de manière directe ou indirecte? En d'autres termes, le conséquentialisme, il identifie ce qui est moralement obligatoire avec ce qui va améliorer l'état du monde, en général, l'état du monde au sens large. C'est une posture exigeante, puisqu'elle demande, on va dire, à l'élève, si on dit l'agent moral, les philosophes disent l'agent moral, ça peut être l'élève, le parent, etc. Ça demande à l'agent moral ou à soi-même, nous-mêmes, d'oublier ses intérêts pour promouvoir un monde meilleur. Je vais peut-être, voilà, bon, je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps, mais ou à défaut, réduire autant que possible les effets négatifs. Une grande partie des débats relatifs à l'utilitarisme, parce qu'on est bien là dans une démarche utilitariste, consiste à définir plus précisément le bien-être à promouvoir et censé améliorer l'état du monde. Encore, il faut s'interroger sur cela. En tout cas, pour les valeurs, la laïcité et les valeurs de la République, là, on est bien sûr qu'on va chercher à les promouvoir. Ça, c'est certain, puisque on a bien compris que la laïcité, c'était quand même un principe qui nous permet la garantie des droits fondamentaux humains. Alors, il y a encore un troisième terme, c'est le vertuisme, les vertus. Donc ça, c'est la théorie qui s'intéresse au caractère de l'agent moral, donc au caractère soit de la personne qui intervient ou de l'élève, le vertuisme. Et Aristote, je n'ai pas le temps de faire un historique, mais déjà Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, avait défini les vertus, la tempérance, l'humilité, etc. Bon. Donc pour poser des actes moraux, il n'est nul besoin d'avoir des règles ou des principes pour cette approche, il convient d'avoir du jugement. Du jugement, c'est-à-dire c'est la capacité à apprécier la singularité des situations. Et pour bien juger, quelle que soit la situation, pour avoir du jugement, pour bien juger, il convient d'être vertueux. On voit comment, dans une perspective vertuiste, se pense l'éducation morale d'un enfant ou d'un adolescent. Comment la force des habitudes et la valeur de l'exemple prennent une place essentielle de la part de l'intervenant, enseignant ou acteur. Ça va être important parce que la force des habitudes et si l'enseignant ou l'intervenant, par exemple, n'est pas exemplaire sur la justice, s'il n'est pas juste, bien, voilà, on va dire que ça va être il y aura un déficit dans l'éducation morale de l'enfant. Donc, il faut que l'intervenant soit vertueux et donc ait valeur d'exemple dans ce domaine. Alors, je l'ai dit, la philosophie morale ne saurait énoncer la vérité morale d'une situation. Elle n'est jamais là pour énoncer une vérité derrière laquelle il faudrait se rallier. Cela reviendrait à se substituer aux acteurs, aux jeunes que l'on forme, en décidant à leur place de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Elle postule, la philosophie morale plutôt, la capacité à penser et à décider par soi-même pour pouvoir agir moralement. Vous voyez, tout le travail d'éducation qu'il va falloir faire tout au long du parcours d'un jeune pour qu'il apprenne à penser par lui-même, avoir de l'esprit critique, décider par lui-même pour pouvoir agir moralement. Cela étant, la contribution de la philosophie morale, elle est essentielle.
Et je vous renvoie à Kant, Ruvenogian, qui est très intéressant dans ses travaux. Il y a aussi des vidéos qu'on peut trouver de lui. Elle permet d'identifier des dilemmes moraux. Alors, c'est Éric Prérat qui parle de dilemmes moraux, hein. C'est-à-dire que cette philosophie morale, elle permet de mettre à l'épreuve nos intuitions morales vécues comme des allants de soi, des évidences. Elle permet le recul, l'attention critique, hein, l'esprit critique, qui sont les meilleures armes, je l'ai déjà dit, pour lutter contre les préjugés et les dogmes. Il n'y a pas de vie morale sans intuition morale, mais il n'y a pas de vie morale sans un examen de nos intuitions morales. Donc, d'où l'intérêt de l'esprit critique pour identifier ses émotions, ses intuitions, etc. J'en ai parlé la dernière fois. Elle permet aussi d'élaborer des principes d'action susceptibles de nous orienter et de nous guider, hein. Par exemple, dans des choix en matière de liberté d'expression, de conscience, etc. Monique Canto-Sperber, qui est philosophe, dit « Le souci d'éthique n'est pas à lui seul garantie de justesse. L'enfer est pavé de bonnes intentions. » Donc, il faut se méfier. Ce n'est pas parce qu'on met l'éthique en avant en premier qu'on va avoir la garantie de la justesse. Donc, il faut toujours se méfier de cela. Elle permet, cette philosophie morale aussi, d'argumenter les choix moraux. Les choix, c'est-à-dire de donner de la consistance aux décisions morales, hein, éthiques, et au-delà de la cohérence à l'ensemble, de donner forme et sens à la vie morale. Pour l'enfant, ça va être surtout à ses choix. Il y a beaucoup de littérature jeunesse dès l'école maternelle pour, par exemple, Yacouba, pour justement aborder ces dilemmes moraux, hein. À un autre niveau que l'on peut qualifier de politique, dans la mesure où il engage notre capacité et notre volonté à faire société. Et là, nous sommes dans les valeurs. La contribution de la philosophie morale, elle se déploie dans une double direction. Elle permet l'accès à un savoir éthique, et là, je renvoie au patrimoine, de notre patrimoine de l'éthique, hein, depuis l'Antiquité. Ça, c'est vraiment un savoir multiséculaire que nous avons, nous, dans notre pays, hein. Nous reposons sur ce savoir éthique, parce que j'ai fait un temps des cours sur la santé et Hippocrate déjà, dans l'Antiquité, développait bien cette question éthique dans le domaine de la santé. Mais la philosophie morale offre aussi et surtout des outils. Ça, c'est très important. Elle offre des outils, des formes de raisonnement, des modalités de réflexion pour résoudre les situations morales auxquelles tout acteur, élève ou même enseignant peut être confronté. Voilà, donc une expérience de pensée, etc. Quelle que soit la situation morale, hein, ça peut être dans la classe, je sais pas, moi j'ai tapé un enfant frappe un camarade ou dit que la fille elle n'est pas capable de, là c'est une expérience de pensée, hein. Qu'est-ce qui fait que je pense cela? C'est en quelque sorte une force capable de nous outiller pour comprendre et pour agir, hein. Déjà comprendre puis agir. Donc, elle permet, cette philosophie morale, l'avènement d'une véritable, on va dire, une culture démocratique, hein. La montée en puissance de l'éthique dans nos démocraties, parce qu'on a des comités d'éthique, on a, voilà, dans tous les domaines, hein. Elle est parallèle à la montée en puissance de la liberté et au recul progressif de l'autorité. C'est pour cela que l'éthique est remobilisée, hein. Donc, il y a une montée en puissance de la liberté, liberté individuelle, liberté et au recul progressif de l'autorité, hein, dont la tradition n'était que l'un des visages. Et c'est un peu pour cela, là, je n'ai pas le temps de développer non plus, mais cette perte des traditions, hein, cette remise en question des institutions, l'école, les médias, le pouvoir, les pouvoirs politiques, font qu'il y a un peu comment dire, des interrogations, une perte, d'où l'éthique qui revient un peu comme une réponse à cela, hein.
Et en régime démocratique, la réciprocité attentive tend bien sûr à se substituer aux formes autoritaires, hein, et dissymétriques de régulation. Donc la réciprocité attentive, c'est le fait que autrui est égal à moi-même et donc c'est des formes démocratiques de débat, etc., hein. Nous ne sommes pas dans des formes autoritaires, je vous renvoie à Hannah Arendt. La demande d'éthique inscrite dans l'idéal démocratique, elle est portée par la confiance en un monde toujours plus humain, hein. Et elle est non seulement la voie contre toutes les formes sournoises du moralisme, mais aussi le meilleur contre-feu contre tous les recours juridiques, hein, qui travaillent nos sociétés, en particulier dans le domaine de la laïcité et des valeurs, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Voilà, donc ces trois théories ou approches normatives que j'ai évoquées posent la pertinence, hein, d'un principe général de moralité, l'exigence du devoir, le souci des conséquences et la primauté de la vertu. Euh, voilà. Alors maintenant, je vais aborder quelle éthique pour l'acte d'éducation. Il y a beaucoup de choses à dire. La morale enseignante ou la morale de tout acteur de l'éducation est une morale du devoir, tempérée par la prise en compte des conséquences dans certaines situations particulières. Hein, j'ai écrit un ouvrage sur agir de façon éthique et responsable, c'est l'ouvrage pour la préparation au concours de professeur du second degré. Et effectivement, hein, la morale enseignante, c'est prendre en compte les situations particulières et analyser les conséquences. Elle est plus précisément constituée de 5 grands devoirs, hein, ça, Éric Préra l'a développé par exemple, mais on retrouve chez d'autres auteurs. Le respect, donc le respect de tout, on va dire, public, élève, ou la justice, la protection, très important parce que vous êtes en contact avec une diversité d'élèves. Quelqu'un me disait avant que l'on commence, hein, qu'avec l'épidémie, il y a une fragilité des publics. Donc la protection de tous, quelle que soit leur diversité et leurs difficultés, la retenue et l'exemplarité. Ces devoirs sont moins des principes à appliquer mécaniquement que des considérations morales, hein, à prendre en compte pour agir dans tout acte éducatif. Et ces devoirs sont adossés à 3 vertus qui les irriguent, hein, donc le sens de la justice, la sollicitude et la vertu de tact. Alors, je vais un petit peu juste rapidement développer. Le sens de la justice, elle garantit les mérites et les droits. C'est très important parce que les enfants et les adolescents sont très sensibles, hein, au sentiment de justice. La sollicitude, c'est l'attention à la dimension de fragilité de l'élève, de l'adolescent. C'est donc être attentif à sa dimension de fragilité, hein. Fragilité, ça peut être psychologique, culturelle, peu importe, hein, il y a différents types de fragilité. Enfin, la vertu de tact, c'est le souci du lien et de la relation. Et ces vertus réunies donnent corps à ce que l'on peut appeler une présence éthique. Et ça intervient bien sûr dans la transmission des valeurs, hein. Quand je dis fragilité, par exemple, pour les valeurs, ça peut être un élève on en a parlé lors d'une conférence, hein, mais le conflit de loyauté, hein, voilà, ou un élève qui vient d'un autre pays et qui ne comprend pas parce qu'il a vécu autre chose. Donc c'est tout ça, hein, le parcours, on va dire, l'interculturalité. Kant pense les vertus comme ce qui permet d'accomplir le devoir. Donc, éduquer, je ne vous apprends rien, c'est un métier de la relation, hein. Voilà, donc pour les droits, la justice, ben, par exemple, c'est affirmer l'égalité entre les filles et les garçons, le respect des droits des élèves, interdire toute forme de discrimination, etc., hein. Être juste, c'est ne pas être au-dessus des lois et des textes, hein. Donc ça, c'est très important.
ce n'est pas du formalisme, mais l'assurance donnée à tous les élèves, tous les jeunes, qu'ils seront traités de la même manière, hein, dans le respect de leurs prérogatives. Bon, bien sûr, il y a des droits, des devoirs, hein, même quand ils seront sanctionnés. Donc, on sanctionne avec justice. Être juste, c'est donc déjà respecter la légalité. Et l'acteur de l'éducation ne s'adresse pas seulement à des élèves ou des jeunes sujets de droit, mais alors ça c'est vrai surtout pour l'école, hein, à des élèves apprenants, qui sont toujours des sujets différents. On parle d'ailleurs de diversité des publics, hein, mais il n'y a pas un élève identique. Ils sont tous différents. Et c'est bien la richesse du métier. Sujets qui n'ont pas les mêmes besoins, je ne développe pas, mais les besoins affectifs, etc., de reconnaissance, les mêmes motivations. Ils n'ont pas tous les mêmes motivations, les mêmes désirs d'apprendre, les mêmes difficultés. Enfin bon, voilà, hein. Et les mêmes voilà, donc les mêmes chances, les mêmes soutiens, la même représentation des valeurs, etc. Donc là, l'acteur de l'éducation, c'est faire vivre l'égalité dans les exigences, dans les attentes, mais aussi dans les objectifs, les visées, par exemple pour les valeurs, hein, les visées au nom du principe d'éducabilité universelle, hein. Donc, ça, c'est pour l'égalité. Tout le monde, enfin, tous les élèves sont. La visée, c'est un principe d'éducabilité universelle. Les valeurs sont les mêmes pour tous. Inégalité, en revanche, à certains moments, dans les moyens mis en œuvre, les soutiens, parce que certains auront besoin de remédiation, auront besoin de différenciation, etc. Donc là, on peut expliquer qu'il y a inégalité en fonction des difficultés d'apprentissage, etc. Donc la justice, elle s'inscrit fondamentalement dans l'organisation même de l'acte d'enseigner. Bon, j'accélère parce que je vois le temps qui passe, hein. Alors, je veux juste, parce qu'il me reste quoi, 5 minutes. Bon, j'avais fait une partie sur les dilemmes moraux, mais vous lirez, hein, parce que pour vous donner des exemples. Mais quand j'aborderai les outils d'intervention, j'y reviendrai, hein, parce que les dilemmes moraux nécessitent le débat, nécessitent de pouvoir argumenter, donc j'y reviendrai. Alors, pour conclure cette première partie, parce que je voudrais vous parler du partenariat, quand même 5 minutes, je dirais que l'école est un lieu de formation des consciences, le creuset de l'émancipation, hein, de chacun comme sujet, capable de dire je et aussi de faire ses propres choix, mais aussi de respect pour autrui, l'éthique étant au cœur de la pratique professionnelle. Les enjeux actuels pour l'école et pour l'éducation en général, d'éveiller chez l'enfant le sentiment d'être obligé, entre guillemets, hein, et la capacité de préférence raisonnable. Pardon, je vais boire un de l'eau. Voilà. Et dans le champ des valeurs, le jeune n'est pas seulement impliqué à partir de routines du métier d'élève, on parle de métier d'élève, mais bien comme personne, puisqu'il est sollicité à partir des questions vives que sont les valeurs et la laïcité. Par ailleurs, le rapport qu'il entretient avec le savoir, je l'ai déjà dit, ça n'est pas un rapport d'ignorance vers la connaissance, mais on est bien là vers des implications pratiques et existentielles, d'où la nécessité de l'éthique. Alors maintenant, venons-en au partenariat, travailler ensemble. C'est de manière privilégiée par les nouvelles modalités éducatives qu'elles impliquent. On parle de nouvelles modalités dans le référentiel d'ailleurs, hein, coopérer, que se pose la question du travailler ensemble, qui nous renvoie à la 9e compétence du référentiel des enseignants, mais certainement d'autres acteurs, d'autres professionnels, hein, donc savoir coopérer. La notion de partenariat, c'est une notion récente. On va dire qu'elle apparaît vers 1987 dans le dictionnaire Larousse, hein.
Bon, elle vient de l'entreprise, avant c'était l'entrepreneuriat, etc. Je vous passe l'histoire, hein. Mais ce qui est important, si l'on veut comprendre le système lui-même, euh, si on parle de partenariat et que l'on choisit une approche systémique, et je pense que cette approche systémique, elle est féconde, hein, parce que vous êtes une communauté. Donc, d'ailleurs, c'est ce que le dictionnaire définit, hein, l'approche systémique, qui est un système associant des partenaires. Donc, les interrelations qui se nouent entre les partenaires, les niveaux d'action sont à prendre en compte. Le mot partenaire vient de l'anglais partenaire. Il est défini comme une personne associée dans. Donc, travailler en partenariat, ça veut dire être associé dans. Être dans l'action avec l'autre, école hors école, n'est pas forcément une situation très bien maîtrisée d'ailleurs par les enseignants, hein. Moi, je forme au partenariat sur la question du partenariat, mais ce n'est pas toujours facile pour des enseignants. Ce n'est pas la culture ou en tout cas pour différentes raisons, c'est difficile. Cela veut dire manipuler des budgets, des ressources humaines. Ça veut dire aussi être à l'aise avec la question de la communication avec d'autres acteurs, hein. Avoir un savoir-faire managérial, négocier aussi, hein. Là, j'ai mis en place 2 projets cette année avec l'UFAL que vous devez connaître et puis la Roeven, hein, avec des enseignants, des projets égalité filles-garçons, puis un autre sur la laïcité. Eh bien, effectivement, ça nécessite de se voir, de négocier, de se comprendre, etc. Le problème se pose à la fois dans l'action et au plan théorique. Au plan théorique, c'est la sociologie des organisations. Par exemple, Crozier a beaucoup développé la notion qui permet de comprendre ce qu'est un partenariat, hein. La construction de ce modèle collectif, c'est un modèle collectif, un partenariat, ses principes d'action et ses règles du jeu. Voilà. Il y a un colloque en 1993 qui a travaillé, réfléchi sur la notion et qui définit le partenariat comme un minimum d'actions communes et négociées visant à la résolution d'un programme reconnu commun. Voilà. Mais donc on va dire que le partenariat, il ne se situe pas dans le projet ni dans un dogme, mais dans une action commune et négociée. Ça, c'est important. Alors, mais les intérêts, par exemple, d'une municipalité ou de la justice, si je prends la PJJ, ne sont pas les intérêts de l'école, hein. Il faut donc qu'il y ait une négociation pour aider à tout instant, à tout niveau du système, à construire un rapport entre les identités, hein. Ça se construit, on dit d'ailleurs, on construit un partenariat, hein, construire entre les identités en présence. Et donc, on va dire que ça nécessite une perspective commune, une complémentarité au service de bénéfices, hein. On peut se dire, voilà, on va travailler en partenariat pour tel bénéfice, pour, par exemple, je sais pas moi, moins de violence dans un quartier, pour motiver, pour, peu importe, hein, voilà, pour un bénéfice. Au départ, la seule chose qui soit commune entre tous les partenaires, c'est, alors souvent, mais pas toujours, c'est la reconnaissance d'un problème. Ça peut être l'échec scolaire, la violence, ça peut être pour les valeurs, une contestation des valeurs, hein. Qui a souvent émergé à la suite d'un événement déclencheur identifié par un ou plusieurs partenaires, hein. Bon, quand je vous dis, cette année, j'ai accompagné 2 projets. On va dire que pour le projet valeur, la reconnaissance du problème, c'est que il y a nécessité de promouvoir les valeurs de la République. Et donc, voilà, le problème, c'est plutôt la contestation des valeurs et le fait que les enfants doivent connaître. Voilà, donc, ce n'est pas vraiment un problème, c'est la reconnaissance
de la nécessité de promouvoir des valeurs qui sont celles de notre démocratie, hein. Mais parfois, on peut avoir un problème. Les intérêts et les objectifs des systèmes en présence sont, eux, différents, hein. Donc, cela situe bien le partenariat dans un système d'action qui cherche à agir sur et non dans un projet ou un simple échange, hein, échanger avec toutes les limites et tous les avantages de l'action. Alors, je vais évoquer les travaux de Corinne Mérini, mais vous pourrez lire ces articles, je vous les mettrai en pièce jointe, hein. Donc, Corinne Mérini, je travaillais avec elle au sein d'UNIRES, le réseau éducation à la santé, et elle a formalisé de façon théorique 3 types de partenariats. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a fait une typologie des partenariats, hein. Pour elle, les actions partenariales s'organisent autour de 3 types elle dit des réseaux d'ouverture et de collaboration, des ROC. Et rapidement, il y a un niveau 1. Le ROC 1, vous faites, par exemple, en tant qu'enseignant, vous faites venir quelqu'un dans votre classe pour témoigner, hein. Vous allez faire venir quelqu'un de la réserve citoyenne pour parler de quelque chose. On va dire qu'ici, c'est une durée très courte, hein. C'est une rencontre de 2 à 3 heures autour d'un témoignage ou d'une visite. Il y a voilà, et on veut que les élèves tirent le maximum de bénéfices de l'apport. L'enjeu est d'informer. Pour elle, pour Corinne Mérini, c'est un partenariat au minima, hein. Et on va dire que là, ça n'est pas travailler avec, hein, c'est plutôt illustrer un cours. Le ROC 2, c'est un réseau de type action. Donc, je dirais qu'il faut plutôt aller vers le ROC 2, hein, c'est-à-dire construire une action ensemble. Donc, le temps de l'action, il est moyennement long, 6 à 12 semaines, ou par exemple, pour moi, ça a été plusieurs mois le projet, hein. C'était une action. Ça peut même être une année, hein, ou même un cycle, pourquoi pas, à l'école. Donc, c'est par exemple les ateliers de pratique citoyenne. La notion de parcours citoyen, elle s'inscrit bien dans cette typologie, hein, au niveau de l'action. Ici, le réseau a une forme binaire. D'un côté, le ou les partenaires qui proposent un terrain ou leur savoir-faire, hein, par exemple moi l'UFAL, la Roeven, et de l'autre, la classe, les élèves. Il y a des allers-retours, des apprentissages entre la classe et l'extérieur, hein. Il s'agit d'agir, apprendre et aussi d'entreprendre, donc par l'action. On est dans le domaine de la formation. Bon, voilà, le partenaire apporte son savoir-faire, donc ça peut être sa connaissance des valeurs, voilà, hein, donc il offre une mise en œuvre, une dimension réelle sur le terrain. Donc ici, il y a transplantation des apprentissages sur le territoire physique ou symbolique du partenaire. On peut très bien mettre en place un projet, par exemple, sur votre quartier, sur le territoire, en dehors de l'école, mais sur le territoire. La pédagogie de l'action, elle est appuyée sur l'hypothèse constructiviste de l'apprentissage qui fonde l'organisation d'un réseau de type 2. J'en ai déjà parlé, hein, d'approche constructiviste. Le sujet, donc l'élève, identifie dans l'action les événements pertinents favorables à ses progrès. Il est acteur, hein. Dans ce niveau 2, il est acteur. Alors que dans le niveau 1, vous avez bien compris qu'il n'est pas acteur, hein. Bon. La transplantation de la situation pédagogique sur les lieux de production des conduites sociales entraîne un déplacement de l'objet d'étude vers les pratiques sociales de référence, hein. Donc ça peut être des projets, fraternité, laïcité, vivre ensemble, égalité filles-garçons, etc., sur le territoire. Alors après, elle évoque le ROC 3. Ici, c'est vraiment un partenariat de type synergique sur plusieurs années, mais peut-être qu'avec la notion de parcours citoyen, on pourrait l'envisager, hein. Donc, c'est avec une centration forte sur un objectif commun, exemple, devenir citoyen.
hein, ou bon, moi je travaille sur la santé aussi, le parcours santé, hein, mais pour les valeurs, parcours citoyen. Et la durée de la collaboration, elle est très longue, plusieurs années, on va dire. On commence à école primaire, collège, lycée. C'est un réseau de formes foisonnantes et de type recherche-innovation qui vise la transformation des pratiques ou des mentalités, hein. Donc là, on est bien dans la transformation de l'élève, du jeune, par un partenariat continu, hein. Vous voyez bien que l'intervention ponctuelle d'une heure, ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est pas ça qui va transformer l'élève dans, par exemple, l'adhésion aux valeurs. Il faut que ce soit continu et que ça s'inscrive vraiment dans la durée. Ces transformations sont analysées afin de repérer le processus de transformation, de le formaliser pour le transférer ou le réguler dans une perspective de développement de l'action. Donc, c'est pour ça que ce sont des recherches innovation et l'Institut français d'éducation, l'IFE, travaille dans le cadre des laboratoires, hein, sur ces aspects-là. Voilà, donc il vaut mieux dans ce cas travailler sur le processus aussi que sur le produit. Vous voyez, c'est plus sur la manière dont vous allez travailler en partenariat, dont les élèves vont s'impliquer, le processus plus que le résultat. Car si on sait contrôler, évaluer ce que l'on fait, on sait plus évaluer un processus qui se déroule dans le temps, parfois qui ne laisse pas de traces immédiates, d'où la question de l'évaluation aussi, hein. On va peut-être pas voir tout de suite la transformation de l'élève, son adhésion aux valeurs. Il est donc difficile de parler d'évaluation en matière de partenariat, hein. Faut pas être obnubilé par l'évaluation. Il vaut mieux évaluer le processus, l'implication, les compétences développées, l'intérêt à avoir coopéré, avoir voilà, un plus ça que le résultat. En conclusion, je finis par ça. Le nombre, la gravité des désordres du monde actuel sont tels que seules, on va dire que seules des personnalités éthiques voilà, de haut rang, en tout cas des personnalités éthiques, pourront être à la mesure, hein, des enjeux. Si par conséquent l'humanité ne fait pas un saut éthique considérable, quand je dis humanité, c'est vraiment dans tous les domaines, hein, l'école, les médias, la santé, les choses pourront donner raison aux complotistes et puis aussi aux collapsologues, hein, qui croient pouvoir déclarer que notre humanité est quasiment au bord de l'effondrement, hein, que la civilisation est au bord de l'effondrement. L'éthique personnelle des élèves, ce sont des futurs adultes pour demain, et donc elle sera déterminante, cette éthique personnelle des élèves, pour les choix qui les solliciteront à l'avenir, des choix citoyens, mais aussi en termes de la planète, le vivre ensemble, etc. L'éthique des acteurs de l'éducation aussi, hein, donc nous, les intervenants, est aussi essentielle pour transmettre les valeurs de la République. L'un des grands défis de l'école consiste dans l'adhésion aux valeurs, hein, mais aussi le développement d'une sensibilité des élèves, des jeunes, et des comportements éthiques chez les jeunes. Cette ambition, bien sûr, elle est partagée par tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les enseignants, mais aussi tout acteur qui intervient. Elle suppose qu'à tous les niveaux du système éducatif, sur un territoire, elle suppose la capacité à agir de manière éthique et responsable. C'est la première compétence du référentiel des professeurs. Et donc, que cela figure parmi les principaux critères d'intervention, hein. C'est vraiment peut-être une posture à avoir importante. Voilà, donc quelles valeurs nos sociétés doivent-elles demander à l'école de promouvoir? Bon, on le sait, hein, les valeurs laïcité, etc. Mais quand même, que convient-il d'enseigner aux élèves pour les aider à développer leur humanité, leur sens des responsabilités, adaptés aux défis qu'ils vont rencontrer, hein. Et ils sont nombreux les défis, hein. Il y a bien sûr la laïcité, mais il y a le transhumanisme, il y a énormément les réseaux sociaux, etc. Dans les différents types de moments que rencontre tout acteur de l'éducation, par exemple soutien d'un élève en difficulté, exercice de l'autorité, ainsi que dans les situations graves en cas de violence, atteinte à la laïcité, à l'intégrité, à la dignité d'autrui, hein, en cas d'atteinte à la dignité et l'intégrité,
que vivent les acteurs. Les repères éthiques permettent d'agir au mieux pour l'élève et pour la classe, hein. C'est vraiment, je dirais, un phare pour l'action. Voilà. Et je finirai par cela. J'étais un peu... je répondrai bien volontiers à vos questions. Alors peut-être juste encore une chose sur le questionnaire. J'avais regardé les questions en rapport avec le sujet. Et par exemple, à la question «Une action concernant les valeurs ne peut être efficace qu'avec un travail avec des partenaires extérieurs», hein, vous êtes 42 à dire d'accord, 42%, 44 plutôt d'accord. Donc on voit là que vous êtes sensible au partenariat, mais je pense que vous travaillez déjà en partenariat. À la question pour vous, les jeunes connaissent des situations difficiles. Vous êtes 63% à dire oui, hein. Donc vous voyez, c'est quand même à prendre en compte, hein, cette sollicitude dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai posé une question aussi sur la nécessité d'être à l'écoute. Vous êtes 78,9% d'accord pour être à l'écoute et plutôt d'accord 21%, donc c'est beaucoup, hein. À la question, il faut partir de situations concrètes pour aborder les valeurs. Donc, on est dans les dilemmes moraux, par exemple, hein, les situations concrètes. Vous dites 50% d'accord, 50% plutôt d'accord, donc 100% plutôt d'accord. À la question, il est impossible de débattre sur les valeurs. Alors, c'est plus mitigé, hein, il y a 18,4% d'accord et plutôt d'accord. Impossible de débattre. Donc, vous êtes presque 20% à dire que c'est difficile de débattre. Là, il y a peut-être quelque chose à approfondir, hein, sur justement comment avoir des outils pour débattre. Et puis, vous êtes plusieurs à m'avoir signalé vos expériences. Par exemple, classe coopérative, projet choral, action collective auprès des familles, la Ligue de l'enseignement. Et là, peut-être pour la prochaine fois, on verra peut-être avec Valérie, mais ça serait intéressant, je pense, de partager, comme je vais parler des outils, peut-être, si vous en êtes d'accord, de pouvoir partager ce que vous avez mis en place. Voilà ce que je voulais dire.